Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de clarté. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Rise, le podcast de celles et de ceux qui veulent plus que des résultats. Ils veulent du sens. Et pour cette première saison, pour ce premier épisode, nous accueillons une personne qui passe son quotidien à gérer des relations, à gérer des attentes ainsi que des émotions. Un peu comme chacun de nous au quotidien d'ailleurs. Nous disons dès maintenant bonsoir à notre invité, qui n'est autre que Rick Bikindo. Bonsoir Rick, Bonsoir Janelle, comment vas-tu? bien merci et toi? Ça va, merci. Bienvenue encore dans Wise, Merci. dans ce premier épisode, cette première saison, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, tu es un peu comme notre cobaye, on va dire ça comme ça. Et le thème de ce soir, c'est l'école ou ma passion pour le football. C'est curieux parce qu'on a en face de nous une personne qui évolue dans l'immobilier. Alors Rick, dis-nous tout, du football à l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Janelle, déjà merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être la première personne à intervenir dans ce podcast qui j'espère va pouvoir évoluer avec le temps. Inch'Allah, comme on dit ici. Très bien. Donc, comment expliquer mon passage, comme tu l'as dit, du football à l'immobilier? Oui. Écoute, comme tout enfant de bas âge, on a toujours un rêve, on a une passion. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on finit par apprécier, par aimer, par être passionné par une chose. Et moi, ma passion, c'était le football. D'accord. Donc, depuis le bas âge, je tapais dans le ballon. Et c'est une passion qui m'a suivi au fur et à mesure. Et arrivé à un moment donné de ma vie, pas de ma vie, de ma jeunesse, de ma tendre jeunesse, je pense que je devais avoir 14 ans. J'avais fait part à mon père, à mon défunt père, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, que je souhaitais évoluer dans le football. Je souhaitais faire du football un métier. Et comme tu le sais, il y a quelques années, je dirais il y a 20 ans, il y a 30 ans, nos parents, lorsqu'ils ont une idée en tête, vous leur parlez d'autre chose que les études. C'est très mal vu, c'est mal perçu. Ah oui. Et ils considèrent ça comme un échec. Et donc, raison pour laquelle mon défunt père a insisté sur le fait que je devais continuer dans les études. Donc, bien avant d'arriver à cette partie, j'ai joué au football donc, depuis le collège, dans les équipes du collège Sacré-Cœur. Bien sûr, en étant titulaire, on a remporté des trophées. L'équipe de football de Yala Sorène, avec qui j'ai remporté des trophées. Et j'avoue que tout le monde me le disait, pas pour me faire plaisir, mais me disait que j'étais vraiment doué. Je ne dirais pas que j'étais talentueux, j'étais vraiment doué. Il est humble. Voilà, donc j'étais doué, c'est ce qu'il disait. Et arrivé en troisième, j'ai émis le souhait, après un échange avec notre père et mon frère jumeau, qu'on voulait bien jouer au football, en faire sport-études. Pour éviter donc d'être concentré que sur le football, de faire une école de sport-études. Il était question qu'on rejoigne le centre de formation de la Jonelière à Nantes, et ce que mon père va accepter à la base. Et dans les jours qui ont suivi, il a changé d'avis. Donc ça a été, je dirais même un choc, parce que je me souviens bien à l'époque, je suis resté quasiment 3-4 jours sans manger, parce que j'étais tellement abattu. Ben dis donc, à ce point. Ouais, je vous dis à ce point, c'est que je te dis à ce point, j'aimais tellement le football, j'étais tellement abattu. Et après des échanges avec des cousins, des amis à mon défunt père, j'ai compris qu'il était quand même judicieux important de continuer les études. Donc aujourd'hui, je dirais simplement, d'une part, mon père avait tort de nous empêcher de jouer au football, et d'une autre part, il avait bien raison d'insister sur le fait qu'il fallait continuer les études. Donc j'ai continué les études jusqu'à obtenir mon bac. J'ai fait les études post-bac, ça s'est bien passé, j'ai eu mon BTS agenda post-bac, ainsi de suite. Et j'ai eu une petite fenêtre qui s'est ouverte, savoir qui me donnait l'opportunité de me remettre dans le football en ayant un pied dedans et un pied dehors. Donc c'était simplement la formation MBA de l'école supérieure de gestion de Paris, MBA en management du sport, qui était délocalisée à l'ISM ici à Dakar sur 2 ans.
Donc, j'ai sauté sur cette occasion, je me suis lancé. Donc, pendant 2 ans, en cours du soir, tous les week-ends, samedi et dimanche, de 9h à 17h, pendant 2 ans, j'ai préparé ce MBA que j'ai obtenu haut la main en étant major de ma promotion. Félicitations. Et je ne dirais pas que ça m'a ouvert les portes tout de suite, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu dans l'immobilier, en tant que gestionnaire de portefeuille client, dans le plus grand groupe immobilier du Sénégal, qui est le groupe Sablux. J'essaie d'allier les deux. Je ne dirais pas que c'est facile. Je ne dirais pas que ça va de pair. Pas évident du tout. Mais j'essaie d'allier les deux. Et ça va, on essaie de s'en sortir. D'accord. Et du coup, y a-t-il eu des moments de doute durant ce parcours? Oui. Dire qu'il n'y a pas eu de moment de doute, ça serait faux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le ressenti que moi j'ai eu. À l'époque où mon défunt père insistait sur le fait qu'il fallait continuer les études, c'était important. Moi, je trouvais que on pouvait jouer au football. À l'époque, on se disait, tu joues au football, tu te fais beaucoup d'argent, tu es capable de t'occuper de toute la famille. Donc, en fait, on ne réfléchissait pas, on ne le pensait pas autre. On ne voyait pas les choses comme le voyaient nos parents. Où est-ce que j'en ai pris conscience que d'une part, il avait raison? Parce que je me souviens en classe de seconde, je suivais la carrière de certains footballeurs internationaux, sans pour autant les nommer. Et parmi eux, sur une carrière de longue durée, on en a vu où ça s'est mal terminé. Quand je dis que ça s'est mal terminé, c'est une double fracture du péroné, c'est une double fracture du tibia. Et après même la reprise, elle n'est pas évidente, vous n'avez plus le même niveau, c'est très 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 difficile. Vous pouvez même avoir une blessure grave qui vous écarte définitivement donc des terrains. Et c'est là où j'ai compris, il est mieux pour moi de continuer les études. Je dirais malgré moi, parce que c'était pas mon choix. Je voulais bien faire du football mon métier, mais c'est pas mon choix. Mais à ce moment-là, j'ai compris que mon père, il avait raison. Mon défunt père, son ami, il avait raison. Ce qui fait que j'ai dit, bah, écoutez, je veux foncer dans les études. C'est ce que j'ai fait. Mais en gardant une fenêtre, si j'ai une option, bah, écoute, je sauterai là-dessus. Et cette fenêtre, donc, comme je l'ai dit tantôt, bah, c'était cette formation donc, en management du sport, en MBA, qui m'a ouvert les portes. Et en plus de ça, je tiens à préciser quand même que cette formation, c'est pas pour devenir entraîneur de football, c'est pour occuper d'autres fonctions comme directeur commercial, éventuellement directeur de l'événementiel, même directeur commercial d'un club de football, d'un club de basketball, de rugby. Ça dépend, peu importe l'activité sportive, mais c'est d'occuper, en fait, si tu veux, des fonctions quand même importantes. D'où ces études que j'ai effectuées en marketing sportif, en droit sportif, en économie du sport. Donc, c'est tout ça. Donc, à un moment donné, qu'on le veut ou non, je reviens là-dessus, j'ai quand même douté. Mais le choix a été vite fait parce qu'arrivé en classe de seconde, on s'approchait de la classe de terminale. Il y a le bac qui était en approche, il fallait faire un choix. Et je pense qu'aussi, le fait de dépasser un certain âge, il est difficile de rentrer dans un centre de formation quand on joue au football. Après, c'est très compliqué. Donc, je pense que j'avais déjà 16 ans ou 17 ans. Je me disais que c'était trop tard. Donc là, il fallait vraiment me mettre dans les études, y aller à fond, essayer d'obtenir le maximum possible de diplômes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, et une chose aussi, sans mes diplômes, je n'aurais pas pu faire mon MBA. Ah d'accord. Et donc, pour faire le MBA, qu'est-ce qu'il faut exactement comme Pour critère faire le MBA, il faut avoir un certain niveau. Déjà, il faut avoir le bac. Oui. Hein, et deuxièmement, il faut avoir par rapport au niveau professionnel, parce que c'est un diplôme qui est ouvert à certaines personnes qui travaillent depuis plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 7 ans, plus de 9 ans. Donc, il faut avoir quand même un certain niveau. Et il y a des entretiens qui sont faits à la base pour pouvoir vous accepter dans son MBA. Et ces entretiens, je les ai réussis haut la main, Dieu merci, ce qui m'a permis d'ailleurs même de le faire avec l'ancienne championne olympique sénégalaise, Amiba Ketcham, qui était la marraine de la promotion d'ailleurs. Donc nous étions 6. Donc voilà ce qui m'a permis donc de pouvoir donc, faire ce diplôme. Parce que je vous dis une chose, hein, ce diplôme, ce MBA, quand je vous parle de marketing sportif, de digital sportif, d'économie du sport, du droit sportif, c'est pour vous dire qu'il faut avoir quand même un certain niveau. Surtout le minimum, c'est d'avoir le bac, mais pour le faire, il faut avoir quand même un niveau bac plus 3 ou bac plus 4. D'accord. Et sinon, tu as combien d'années de fonction, d'exercice dans l'immobilier? Je suis dans l'immobilier depuis maintenant 7 ans pour le groupe Sablux et 2 ans avant de rejoindre le groupe Sablux. Donc au total, je dirais que ça fait 9 ans que je suis dans l'immobilier. Ok, donc quand tu as eu à faire ton MBA en sport, c'est ça? Ça fait donc 5 ans déjà
ou plus? Lorsque j'ai fait mon MBA, je l'ai obtenu il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, j'étais déjà dans ma 4e année à Sablux, dans ma 4e année chez mon employeur actuel, et 2 ans avant. Donc, j'avais déjà 6 ans d'activité professionnelle dans l'immobilier. Et après, je pensais même que ça devrait poser un problème pour le MBA que je devais faire, mais on m'a dit bien au contraire que je pouvais le faire. Plus comment dire, faut croire en soi, c'est ce qu'on veut, se donner à fond. Donc, j'ai fait tous les tests qu'il fallait. J'étais apte à pouvoir suivre cette formation. Donc, voilà, j'ai pu la faire sans problème. Bah, bravo, parce que jongler entre le boulot et puis les études, ce n'est sûrement pas facile jusqu'à être le major de votre culture. Je vous avoue que c'est très, 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 très difficile. Ouais, c'est bien. Des cours du week-end de 9h à 17h, samedi et dimanche, et travailler toute la semaine et préparer des examens, préparer des travaux pratiques à rendre, pas du tout évident. Après, comme on dit dans la vie, quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc, c'est dans la tête. C'est ça. Donc c'est exactement déjà ça. La détermination avant tout. Exactement. Sans la détermination, on ne peut rien faire. Exactement. Rien du tout. Et du coup, s'il faut transformer cette histoire de passion pour le football et puis la pression de votre père, de ton papa qui voulait que tu continues sur le chemin de l'école et tout, s'il faut transformer ça en leçon, que dirais-tu, quelles sont les erreurs que tu ne commettrais plus ou que tu as eu à commettre et que tu ne voudrais plus commettre aujourd'hui? À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'écoles, on n'avait pas beaucoup de centres de sport-études. En Afrique, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a qui ont commencé à émerger. Au Sénégal, on a vu le centre Aldo Gentina. Ensuite, on a eu le centre qui se trouve à Sali. On n'en avait pas beaucoup. Ouais. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je dirais, c'est juste simplement qu'il ne faut pas négliger les études. Parce qu'à un moment donné, j'avoue que j'ai levé le pied. Parce que je voulais à tout prix faire du football. Donc, je peux dire que mes notes, à un moment donné, elles ont chuté. Parce que je n'étais pas du tout concentré. Et je me souviens qu'à l'époque, un de mes professeurs de sport, je me rappelle, Monsieur Silva, si je peux me permettre de le rappeler, avec qui j'ai passé 2 très belles années entre la 4e et la 3e au Collège Sacré-Cœur, disait à mon défunt père, expliquait à mon défunt père, c'est pas le football qui va me permettre d'arriver plus loin. Et pourtant, c'était mon professeur de sport. Oui. Donc aujourd'hui, moi, je dirais une chose, il ne faut pas négliger les études. Si on a la possibilité de faire les deux, il faut le faire. Mais pour ça, il faut avoir une communication, un échange, une discussion avec les parents. Il ne faut pas fermer la porte tout de suite. Moi, peut-être c'est l'erreur que j'ai commise. C'est-à-dire aujourd'hui, pas peut-être moi, peut-être aussi même mes parents, s'asseoir et puis qu'on discute, qu'on essaie de trouver une solution. À l'époque, c'était un choix définitif. Donc, il fallait s'y accommoder avec le choix des parents. Ce n'était pas évident. Donc, c'est s'asseoir, discuter avec les parents, leur dire ce qu'on veut faire et à partir de là, de voir comment mettre ça en place. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une chose, la majeure partie des footballeurs aujourd'hui, la majeure partie sont diplômés. Ouais. Les basketteurs aujourd'hui, vous n'entrez pas en NBA sans un diplôme. On vous impose d'avoir des études en plus du basketball à l'université. Donc, c'est obligatoire. Aujourd'hui, en NBA, vous avez des docteurs, vous avez des mathématiciens, vous avez des physiciens en NBA. Ouais. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui au fur et à mesure dans le football, où on a des centres de sport-études, où on a des élèves, des joueurs qui ressortent, des élèves qui ressortent de là avec le bac. Donc, ouais. Même à 16 ans, à 17 ans. Donc, il est important de pouvoir allier les deux. Mais aujourd'hui, l'erreur qu'il ne faudra pas commettre, que peut-être moi j'ai commis, c'est de s'asseoir, de discuter, d'essayer de trouver, même si on est très jeune, de discuter avec les parents, d'essayer de trouver un moyen qui vous permet de pouvoir allier les deux. Okay. Après, à cette époque aussi, il faut avouer que les parents, ils étaient très sévères par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on arrive à faire comprendre à certains parents qu'ils ne peuvent pas imposer leur choix aux enfants, qu'il faut écouter les enfants, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent devenir demain et tout, et puis peut-être les accompagner ou trouver des terrains d'entente. Bah, les parents d'avant, je pense que ce n'était pas ça. Moi, j'ai des amis, je connais des gens qui, justement, voulaient aussi évoluer dans le domaine du football et puis vont dire que ça n'a pas marché parce que papa ne voulait pas et qu'au jour d'aujourd'hui, s'il avait accepté, ben finalement, je serais peut-être quelqu'un dans le milieu, on serait milliardaire, millionnaire et tout. Mais je pense que oui, à l'époque, le football, quand on parlait football, on voyait plus le jeu, si je ne me trompe pas, on voyait plus le jeu, on ne voyait pas l'après-football en fait. On se limitait juste au jeu et peut-être que les parents avaient une certaine vision du futur pour dire que si tu te limites au jeu, une fois que tu auras pris de l'âge, tu ne pourras plus jouer, mais que feras-tu? Surtout quand l'argent, quand les gains ne sont pas bien gérés, bah,
certainement qu'il n'y a plus rien. Donc les parents, c'était peut-être pas pour être mauvais, méchants, ou forcément imposer ce que eux, ils ont toujours voulu, ils ont toujours souhaité, mais peut-être qu'ils avaient vraiment raison aussi d'une part, de dire non à cette époque. Aujourd'hui, au moins, on a compris parce que, comme tu viens de le dire, il y a des footballeurs qui sont diplômés, qui sont... C'est même, tu l'as dit, c'est maintenant une obligation peut-être d'arriver à un certain niveau d'études avant d'intégrer un club de football ou je sais pas. Donc voilà, en gros, si il y a quelqu'un qui veut devenir footballeur là, des jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent, qui veulent devenir footballeur, bah voilà, commencez déjà par aller loin dans les études. Donc c'est important. Parce qu'une grave blessure peut arriver et c'est adieu au football. Et après, quand vous dites adieu au football avec une blessure, qu'est-ce que vous faites après si vous n'êtes pas poussé dans les études? C'est très compliqué. Donc l'idéal, c'est de faire les deux, d'essayer d'allier les deux. Et après, comme on dit une fois, on peut être très grand footballeur et ne pas être diplômé. Mais comment gérer l'après-carrière? On a des grosses fortunes à notre disposition. Mais si vous ne savez pas gérer ces fortunes-là, parce que vous n'avez aucune compétence, ça devient très compliqué. Donc, c'est mieux de s'entourer peut-être des gens qui peuvent vous accompagner dans la gestion au quotidien de vos biens. Mais il est bien aussi que vous ayez un certain niveau. D'où l'intérêt, aujourd'hui, je le dis aux jeunes, peut-être aujourd'hui ceux qui nous regardent, qui vont regarder cette émission, qui sachent en fait qu'il est important de pousser, d'aller à l'école, de faire les études. Ah oui, c'est vrai. Hein. Après, c'est ça. On peut ne pas être aller loin dans les études, se dire qu'on va payer quelqu'un pour nous aider à gérer nos biens, mais après, derrière, la personne aussi peut décider de nous arnaquer, on se retrouve avec rien. Du coup, c'est toujours important, oui. C'est toujours important, les études. D'accord. Alors, Rick, il y a une rubrique dans Wise qu'on appelle « On déconstruit ». On déconstruit, c'est... en fait, je vais donner des phrases, ce que les gens pensent dans le domaine de l'immobilier. On va y aller, on va laisser le football. Et tu nous diras simplement si c'est vrai ou pas, ou si c'est nuancé. Après, si tu veux aussi détailler certaines réponses, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller. Ok. Dans l'immobilier, tout tourne autour de l'argent. Vrai. On nous explique. Pourquoi je dis que tout tourne autour de l'argent? Le bien que je vends, il faut l'acheter. Le bien que tu dois acheter, il faut mettre de l'argent. D'accord. Je dirais que tout tourne autour de l'argent, mais sur 100%, je dirais à 80 à 70%, ça tourne autour de l'argent. Mais de notre côté, il y a un facteur déterminant très important qui est louable, je dirais même très important. C'est la confiance que vous mettez en place. Parce que sans cette confiance, le prospect, le client que vous avez en face de vous n'achèterait jamais votre bien. Parce qu'il faut le rassurer. Malgré le fait qu'il faut argumenter sur le produit que vous avez, qu'il est très bon d'investir sur le produit parce qu'en termes de revenus, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça peut être très important. Mais il faut avoir cette capacité, cette chose-là, cette petite flamme que nous avons en nous, de pouvoir rassurer et de pouvoir mettre en place cette confiance. Les yeux fermés, je peux vous dire que le client va vous suivre. Il vous suivra parce que vous le rassurez. Donc, l'argent à 70%, oui. 80%, oui, mais les 20%, c'est de la confiance. Après, c'est vrai qu'il y a la compétence et tout ça, mais la confiance est très importante. Ok. Les clients sont toujours difficiles. Oui, ils sont difficiles. Oui. Pourquoi? Tu vas certainement poser la question pourquoi. Vous savez, un client qui investit son argent dans l'acquisition d'un bien, ce sont les économies de toute une vie. Parce que c'est pas 2000 francs ou 3000 francs que vous mettez dans l'acquisition d'un bien, c'est des millions. Ça peut aller à 100 millions, 150 millions, 45 millions, voire plus, même 300 millions. Donc, ce sont des investissements, c'est un investissement de toute une vie. Vous préparez l'après-retraite. Donc, il est tout à fait normal, moi je dirais même sensé, qu'une personne qui veut acheter un bien qui coûte autant puisse poser autant de questions possibles pour savoir où est-ce qu'il met les pieds. Pourquoi je dois mettre autant d'argent? C'est normal. Difficile dans la mesure où très souvent on a des clients qui acceptent d'acheter un bien, mais après derrière pour leur faire signer le contrat de réservation qui est un des éléments dans le processus d'achat d'un bien, et je peux vous dire qu'on les court après. Donc difficile, oui, difficile, il y a ça, et le fait qu'il y en a qui sont très compliqués, très méticuleux, très méticuleux, parce que en fait, si vous voulez, un bien déjà livré qui leur permet de se projeter, ils sont sur le détail, les finitions, ils sont très méticuleux. Et encore une fois,
c'est pas 2000 francs que vous mettez dans une addition, c'est des hein. millions. C'est l'investissement de toute une vie. Ouais. C'est, comment dire, c'est ce que vous avez mis de côté. Donc, il est tout à fait normal. Moi, je trouve censé qu'un client, je ne dis pas se comporte très mal, mais soit très compliqué par rapport au fait qu'il pose des questions sur le bien, qu'ils disent pourquoi ces fenêtres ne sont pas droites, pourquoi le mur là n'est pas droit, mais pourquoi vous ne devez pas mettre... En fait, c'est des questions en termes techniques et même par rapport au bien qu'il a déjà visité avant d'acheter un autre. Moi, je trouve que c'est normal. Ouais. Bah après, si ça, on ne veut pas investir dans le vide, on veut vraiment être sûr que notre investissement aboutira à quelque chose de bien, qu'on ne va pas perdre son argent et tout. Donc, en tout cas, moi, c'est sûr que je serai une cliente très difficile parce que je vais pas mettre toutes mes économies, mes petites économies là, dans un bien immobilier sans me renseigner comme il se doit. C'est pas possible. Tout à fait je serai très méfiante, c'est sûr. L'immobilier est un métier facile où il suffit simplement de vendre. Non, c'est pas un métier facile. Ok. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est pas un métier facile? Vous savez, un commercial, faites le maximum de ventes possible. Vous êtes à la lumière, tout le monde vous applaudit, vous venez. Ouais. Vous en faites pas, vous êtes oublié. On ne vous regarde pas, on ne vous calcule pas, mais les gens continuent à avancer. Okay. L'immobilier, il y a ce point. Un autre point où je dis que l'immobilier n'est pas, vous avez dit facile, hein? Parce que c'est bien ça. Oui, facile. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a énormément d'argent en jeu dans l'immobilier. Comme je vous l'ai dit tantôt, un bien, c'est, vous achetez un bien à 150 millions. Vous imaginez 150 millions à mettre sur un appartement du type F4, 3 chambres salon, 150 millions dans un appartement. Vous vous dites, mettre 150 millions, je peux faire autre chose avec. C'est pas facile l'immobilier, parce que c'est tout un processus. Parce que quand vous achetez, c'est pas fini, hein. Vous achetez, vous versez de l'argent au fur et à mesure, ça c'est de la VFA. Mais quand vous versez de l'argent au fur et à mesure, à la livraison du bien, vous devez passer chez le notaire, payer la taxe notariale qui vous permet de mettre le nom à votre bien. Le bien à votre nom, autant pour moi. Le bien, vous le mettrez à votre nom, parce qu'entre-temps, il est au nom du promoteur immobilier qui le vend. Mais une fois qu'il est vendu, à la livraison, vous devez passer chez le notaire, verser les 10%, la taxe notariale qui vous permet aujourd'hui de mettre le bien au nom de Janel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le titre foncier, c'est marqué TF numéro tant de Janel. C'est mentionné. Donc, c'est tout un processus, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Vous avez des clients aujourd'hui qui acceptent de verser de l'argent. 15 jours, 1 mois, 2 mois après, ils se rendent compte que finalement, ils n'auraient pas dû peut-être verser de l'argent. Ils décident de se retirer. Il y a peut-être des pénalités. Après, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas aussi facile. Il y a beaucoup d'argent dans ce milieu, ce n'est pas aussi facile. Après, vous me direz qu'il y a l'État qui a essayé aujourd'hui de canaliser les choses parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule et c'est tout à fait normal. Hein. C'est des immeubles en construction, c'est des achats de terrain à des prix, je n'ose même pas vous donner les prix. On a des terrains qui vont jusqu'à des millions, hein, des milliards. Donc, c'est pas facile l'immobilier parce que c'est stressant, c'est intéressant, c'est préoccupant. D'accord. Mais comme on dit, il faut avoir un mental d'acier pour faire ce métier, pour être dans l'immobilier. Il faut être très costaud mentalement. Et à quel moment c'est préoccupant pour toi? Mais comme je l'ai dit tantôt, vous vendez, mon objectif c'est de vendre des villas, des appartements, des villas, des terrains. Ouais. Admettons, pendant 6 mois, je fais des ventes, je suis, admettons, à 2 milliards de chiffre d'affaires. Entre le mois de juin et le mois de décembre, mes chiffres ne bougent pas. Ouais. Je dis ça jusqu'à décembre. Je vous dis même, sur 1 mois, les chiffres ne bougent pas, c'est stressant. Parce que vous voyez vos collègues avancer, vous voyez des collègues vendre. Ouais. C'est très stressant. Qu'on le veuille ou non, l'immobilier, vous vendez, vous gagnez derrière. Vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas derrière. Ouais. Il y a des commissions, il y a des primes. Vous ne vendez pas, vous n'avez pas de primes. Et si vous ne vendez pas, vous ne pourrez pas profiter, jouir, si je peux me permettre, entre guillemets, de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire se faire plaisir à ses proches. Il faut un minimum de fonds. Et ces fonds-là, vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas vendu. Ouais. Donc, quand vous avez un collègue qui vend, vous avez un ami qui vend, un collègue qui vend, ça vous stresse. Vous dites, mais pourquoi je ne vends pas? Vous posez des questions et tout ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile. Ça peut être très préoccupant. Et si mentalement, vous n'êtes pas fort, vous pouvez craquer.
D'accord. Un bon professionnel de l'immobilier doit aussi être un bon psychologue. Oui, oui, je peux dire ça, un bon psychologue. Oui, un bon psychologue, oui, je valide ça. Parce que un bon professionnel dans l'immobilier, c'est pas uniquement un commercial. C'est un conseiller, c'est un gestionnaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vendez un bien à un client qui a déjà accepté d'acheter votre bien, et après, une fois qu'il y a ce climat de confiance qui s'installe, vous devenez en quelque sorte son gestionnaire. Parce que du jour au lendemain, quel que soit le bien qu'il va acheter, il viendra vous demander votre avis. Et cet avis-là, c'est un avis, c'est un conseil de gestionnaire que vous lui donnez. Donc, psychologue, c'est qu'il faut arriver peut-être à cerner le prospect qui va devenir le client, parce qu'une fois qu'il a acheté, lui expliquer les choses. Parce que qu'on le veuille ou non, vendre un bien immobilier, ce n'est pas uniquement de la vente, non. Il y a ce côté psychologique qui intervient, où il faut arriver, non pas seulement à convaincre le client, à argumenter, mais pouvoir le cerner et trouver les mots justes. Pas pour qu'il achète le bien, mais pour lui dire l'intérêt qu'il a d'acquérir ce bien ou d'investir sur ce bien. Après, il y a pas mal de psychologie qui joue. C'est large, hein. Je ne veux pas vraiment me pencher là-dessus, mais c'est très large. Mais encore une fois, je dis, un bon professionnel de l'immobilier, il a plus, je dirais, plusieurs cordes à son arc. D'accord. Dans l'immobilier, la confiance est plus importante que la technique. Je confirme. Ok. Puis oui, vous l'avez dit, tu l'as dit plus tôt. Hein? Oui, je l'ai dit tantôt, sans la confiance, je peux vous dire une chose, votre client n'achètera pas votre bien. Il y a très souvent des gens qui achètent un bien immobilier, pas parce que le bien il est super bien, c'est vrai que ça peut être rentable sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est parce que la personne que vous avez en face vous inspire confiance. Il faut, en fait, si vous voulez, il faut prendre ce courage. Je dirais, il faut avoir ce courage, ce tact de dire la vérité au client, au prospect, à la personne qui va acheter le bien. Il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Il faut lui dire la vérité. Bien sûr. C'est très important parce que aujourd'hui, je vais avoir un client qui va me dire je vais acheter peut-être une villa à la Saumon, sur la petite côte, que d'acheter un appartement sur Dakar. Mais moi, je lui dirai en toute franchise, je lui dirai quel est le bien qu'il faut qu'il achète. Même si je pense que s'il achète sous Dakar, ça fera mon affaire. Parce qu'en achetant sous Dakar, c'est un volume d'affaires que je vais réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne pense pas au montant, je pense plutôt à l'intérêt du client, aux besoins qu'il a. Donc, je vais l'orienter plutôt vers un bien sur la petite côte qui coûte moins de 100 millions que de dépenser 150 millions chez moi, où il a la possibilité de faire louer son bien pendant donc les vacances, pendant l'été. En faire un bien meublé et le faire louer pendant l'été, ça peut le rapporter sur une certaine période. Moi, je réfléchis comme ça. C'est-à-dire qu'il faut penser d'abord client que de penser à soi. C'est là où moi je dis un bon professionnel, c'est penser client, l'orienter vers vraiment le produit qu'il recherche, cerner le besoin, qu'est-ce qu'il recherche vraiment. Une fois que vous avez toutes ces questions, toutes ces réponses-là, maintenant vous pouvez lui proposer le bien qui convient. Mais lui proposer un bien parce que vous voulez qu'il dépense beaucoup d'argent. Non. Ok. Il faut être riche pour investir dans l'immobilier. Non, pas forcément riche. Ah bon? Non. Aujourd'hui, nous avons des employés qui travaillent dans des sociétés, n'est-ce pas, qui n'ont pas de gros salaire, mais qui arrivent à acheter un terrain sur un certain nombre d'années. Ici au Sénégal, il y a des promoteurs immobiliers qui vendent des terrains sur une période de 3 ans, 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un certain salaire, admettons vous touchez 400 000 francs, 500 000 francs par mois, et vous pouvez verser 125 000 ou 130 000 francs par mois pour acquérir un terrain de 150 mètres carrés. Ça, c'est déjà bien. Donc, pas besoin d'être forcément riche. Et puis, moi, je pense qu'aussi, pourquoi je dis pas besoin d'être riche? Il faut une certaine organisation. Il faut être juste organisé. Aujourd'hui, vous achetez un bien, vous le faites sous fonds propres et sur financement bancaire. Vous avez un apport que vous effectuez, que vous avez déjà à votre disposition, et après, la banque vous accompagne. Mais la banque vous accompagne sur le nombre d'années qui vous reste si vous n'êtes pas loin de la retraite, ou sur le nombre d'années, sur 5 ans, sur 10 ans. Ça vous laisse le temps de pouvoir payer votre bien sur 10 ans. C'est vrai que dans l'immobilier, on a des gens qui vous déposent tout de suite 150 millions cash, qui disent je paye ou qui vous font un chèque. Ils ont l'argent. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, il ne faut pas uniquement être riche, et on peut avoir un certain niveau salarial ou niveau de vie, je ne sais pas, et se permet de pouvoir obtenir un bien. Vous achetez un terrain que vous payez sous 10 ans. Aujourd'hui, vous prenez des jeunes qui commencent à travailler.
Il a 22 ans, il commence à travailler. Dans 10 ans, il aura quel âge? 32 ans. À 32 ans, il a déjà un terrain. À 32 ans, il peut construire. Donc, avant ses 40 ans, il aura déjà sa maison. Donc, dire qu'il faut être riche pour pouvoir acheter un bien, moi, je dirais non. Donc, il faut être riche, c'est vrai. Mais d'un autre côté aussi, on peut avoir un certain salaire, un certain revenu salarial, mais qui peut te permettre, au fur et à mesure, de pouvoir acheter un bien. Ce n'est pas forcément un appartement, ce n'est pas forcément une villa. Un terrain. On a des terrains à 7 millions, à 10 millions, à 15 millions. C'était peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on a des terrains à 14 millions. Mais ces terrains-là, vous ne l'achetez pas cash. Vous le payez sur un certain nombre d'années. Donc, vous-même, Janelle, vous touchez 600 000 francs par mois ou 400 000 francs par mois. Avec 100 000 francs, une épargne de 100 000 francs par mois, vous pouvez avoir un terrain avec des promoteurs immobiliers ou avec des particuliers. D'accord. Rick nous dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Donc, prenez-en de la graine en tout cas. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et puis revenir tout à l'heure. Merci Rick pour ce partage. Dis donc, on en a appris des choses. Je pense que je vais peut-être penser à ça aussi, investir un peu dans l'immobilier pour voir. Puis chez vous là-bas, on dit que vous êtes cher des... Non, on n'est pas cher. Je pense qu'il faut juste s'organiser. Comme je l'ai dit, c'est un problème d'organisation. Il faut juste s'organiser. En fait, quand vous investissez dans l'immobilier, il ne faut pas voir grand tout de suite. Commencez petit pour arriver grand. Donc, il y a des F2, il y a des terrains. Vous pouvez acheter un terrain, vous pouvez acheter un appartement un studio, une chambre-salon, que vous achetez, que vous pouvez donc récupérer l'investissement sur 5 ans, 6 ans. Au bout de 5 ans, 6 ans, vous en prenez un autre, vous passez par la banque. C'est comme ça en fait qu'il faut faire dans l'immobilier. Il ne faut pas voir grand tout de suite. Vous achetez un terrain, vous le mettez de côté, vous laissez prendre la valeur. Vous pouvez le revendre 2 fois le prix, même avec une marge de 15 voire 25%. Prendre cet argent et l'investir dans la question d'un appartement. En fait, c'est un problème d'organisation. Il faut avoir une certaine réflexion pour pouvoir s'offrir un bien. Il ne faut pas forcément être riche pour acheter un bien immobilier. D'accord. À présent, nous allons passer à la rubrique « Ce que veulent savoir les auditeurs ». Donc, si les auditeurs vous ont laissé des questions, ils m'ont envoyé des questions aussi. Je vais donc te les poser. Oh, j'ai du mal entre vous, je ne sais même plus où j'en suis. Donc, pour la première question, selon vous, est-ce que l'immobilier reste aujourd'hui le meilleur investissement? Oui, et je vais dire oui, pourquoi. Mon défunt père me le disait et aujourd'hui je l'ai appris. L'immobilier, c'est la terre. La terre, c'est le meilleur investissement. Quand je parle de l'immobilier, la terre, je fais référence à l'immobilier et à l'agriculture. Pour moi, l'immobilier reste le meilleur investissement. Un chef de famille qui achète un bien immobilier, il pense génération future. Demain, il y a un bien qui est là. Pour moi, l'immobilier, c'est le meilleur investissement qui soit sur terre. Pour moi. D'accord. Quelle est l'erreur la plus fréquente que font les gens lorsqu'ils achètent leur premier bien immobilier, à votre avis? Oui, les erreurs qu'ils font en général, c'est qu'ils ne cherchent pas à avoir toutes les informations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un terrain, si vous ne faites pas très attention, le même terrain a été revendu peut-être 2 fois ou 3 fois. Donc, il faut chercher à documenter, à avoir à disposition tous les documents du terrain. Ou même de la vie, ou en cas du bien que vous achetez, il faut avoir tous les documents avant de faire quoi que ce soit. Il faut prendre un notaire qui vous accompagne dans cette acquisition, parce que le faire tout seul, c'est bien, mais prenez un spécialiste ou prenez un notaire qui vous accompagne dans l'acquisition du bien, parce que le notaire va insister de disposer de tous les documents avant de pouvoir faire le premier versement. Donc, il est important de pouvoir vérifier l'état du bien. Quand je parle d'état du bien, est-ce que les papiers sont bien au nom du propriétaire qui veut vendre, ou est-ce que ce n'est pas au nom du neveu, de l'oncle ou du frère qui va peut-être provoquer un problème d'héritage et ne plus avoir à vendre le bien, donc c'est très compliqué. Donc, c'est vérifier que tous les papiers sont en règle. Et une fois qu'ils sont en règle, vérifier que le terrain n'a pas été vendu. Il faut aller au cadastre, il faut aller à l'urbanisme. C'est des choses qu'il faut vérifier. Et c'est très important. D'accord. Est-il plus intéressant d'acheter pour habiter ou pour louer? Non, les deux. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez la famille, à un moment donné, quand vous avez une famille, vous cherchez à mettre toute votre famille à l'abri. À un moment donné, le bien que vous achetez, c'est pour y habiter. Vous voyez, dans l'immobilier, on a deux choses.
c'est soit une acquisition pour un investissement, ou soit une acquisition pour y habiter. Donc, c'est deux options. Et ça dépend du besoin. Donc, je dirais que c'est les deux, en fait. D'accord. La dernière question. Selon votre expérience, quel type de bien est le plus rentable aujourd'hui? Un appartement de type F2. Un studio. C'est quoi un F2 exactement? Un F2, c'est une chambre-salon. D'accord. Cet appartement, vous l'achetez. Quand vous l'achetez, vous l'équipez. En fait, une fois livré au bout de 2 ans, 3 ans, vous l'équipez, vous le meublez. La rentabilité peut se faire sur 4 ans, 5 ans. C'est la location meublée. Vous pouvez proposer une location, pas de courte durée, mais de longue durée. Le minimum, c'est 6 mois, voire 1 an. Et ça, quand vous le faites pendant, je peux vous garantir que vous le faites pendant 3 ans, 4 ans, vous récupérez votre investissement. Une fois que c'est fait, vous repartez sur l'acquisition d'un autre bien. Ça peut être un F2 ou vous passez à un F3. Il faut chercher des zones propices où est-ce que vous avez des gens qui veulent y habiter. Parce qu'aujourd'hui, quand on le veut ou non, depuis la Covid, les gens n'ont plus tendance à aller à l'hôtel. Il faut faire prendre un appartement meublé. Pour au moins ne pas avoir géré les sorties d'être vieux à gauche, à droite. C'est-à-dire, c'est la Covid qui a provoqué un peu tout ça, qu'on le veut ou non. Aujourd'hui, c'est très demandé. Donc, moi, aujourd'hui, pour un premier investissement, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas voir grand. Allez sur une première acquisition, un F2, vous ne dépensez pas 100 millions, vous ne dépensez pas 60 millions. Vous prenez un F2, une chambre, salon, un studio. À la livraison, vous l'équipez, vous le meublez. Vous en faites une location meublée pendant 3 ans, 4 ans. Avec les revenus que vous avez, le retour sur investissement que vous avez, vous vous lancez dans une autre acquisition. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça peut être très, très, très intéressant au finish parce que je connais des clients qui se retrouvent avec 3, 4 F2 depuis maintenant 8 ans. Et vous imaginez les retours sur investissement qui peuvent être très, très intéressants. Vous avez des enfants, avec ça, vous pouvez penser à payer les études de vos enfants. Plus tard, on ne sait jamais. Donc, pour moi, vous commencez dans l'immobilier. Certains, je dirais, qui ont les moyens, ils peuvent commencer par un F2. D'autres, je dirais, c'est d'acheter un terrain. Et quand vous achetez un terrain, du foncier, vous achetez un terrain, vous le laissez prendre la valeur sur 1 an, 2 ans. Vous le laissez prendre la valeur. Qu'on le veuille ou non, le prix du mètre carré au Sénégal évolue tous les 6 mois, voire 1 an. Donc, vous achetez un bien, un terrain, vous laissez prendre la valeur. Si vous l'avez acheté à 10 millions, je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, quand vous revendez le terrain, c'est sûr que vous le revendez peut-être à 20 ou 25 millions. D'accord. On est en train de tendre vers la fin du podcast. Du coup, de la dernière rubrique, on l'appelle le rituel Wise. D'accord. Je vais te poser 3 petites questions. Rassure-toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu réponds au feeling comme ça. Et puis, c'est juste un moment de réflexion et puis de partage. D'accord. Première question, que laisses-tu derrière toi? Je dirais à première vue, c'est ma progéniture. Enfin, quand je dis que laisses-tu derrière toi, dans le passé, des choses du passé en fait. Des choses du passé? Oui. Qu'est-ce que je laisse derrière toi? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Écoutez, je l'ai dit tantôt, c'est ma passion pour le football. Mon rêve de devenir footballeur. D'accord. Le footballeur que je voulais devenir. Ok. Le sportif que je voulais devenir. C'est ce que je laisse derrière moi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu adoptes aujourd'hui comme résolution? C'est de réaliser, de faire ce que je n'ai pas fait en 2025. Ok. Et de ne pas remettre à demain ce que je n'ai pas fait. Il faut le faire l'instant présent. Parce que vous savez, on prend de l'âge, les années passent. Quand vous devez faire quelque chose, il faut le faire à l'instant T. Pas peut-être tout de suite, mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre 1 an, 2 ans. On peut avoir des regrets. Donc, il y a des choses que j'aurais bien voulu faire en 2025. J'ai repoussé. Mais ma résolution cette année, c'est de faire ce que je n'ai pas fait l'année dernière et de les faire au fur et à mesure à l'instant T pour ne pas avoir de regrets. D'accord. Et quelle action concrète dois-tu mener dans les 7 jours à venir? Dans les 7 jours à venir? Depuis le début de l'année, je prospecte. Okay. C'est une prospection téléphonique, rendez-vous, visite. Et dans les 7 jours à venir, l'action que je dois mener, c'est simplement rentabiliser, même pas rentabiliser, que le VA, que le volume d'affaires des différentes offres que j'ai soumis à des clients
puisse tomber. Ok. Oui, moi je te le souhaite. Merci beaucoup. Question bonus. Ouais. Comment te décrirais-tu en 3 mots? Je dirais rigoureux, ouais. Méticuleux et patient. D'accord. Patient, je suis très patient. D'accord. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de ce premier épisode et j'espère qu'il vous aura été très bénéfique, que vous aurez appris beaucoup de choses, énormément de choses dans le domaine de l'immobilier et aussi dans le domaine de la vie. Et puis voilà, on va se dire à très bientôt avec un nouvel épisode. Je vous laisse donc avec cette citation de Chéroise, pardon. Une passion ne disparaît jamais vraiment, même si elle change de forme. Elle reste une partie de ce que nous sommes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de vivre sa passion, mais de la laisser façonner la personne que l'on devient. Sur ce, merci. Au revoir Rick et merci. Merci Janelle de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer donc à travers ce premier podcast. Je ne te souhaite que le meilleur, bien sûr, et plusieurs émissions et beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à très bientôt.